What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Eh bien, nous voilà dans ce 56e épisode de Divergence sur Divergence Politique avec Xavier Moreau. J'ai la chance d'avoir Xavier Moreau que pour moi ce jour, ce matin. On est vendredi matin là, lorsqu'on enregistre cette émission, puisque notre ami Fabrice Sorlin est en déplacement. On le retrouvera dès la semaine prochaine. Xavier, comment vas-tu? J'ai le plaisir d'être avec toi en tête à tête. Ça va. Voilà, on va pouvoir parler de beaucoup de sujets qui passionnent nos internautes. On leur a posé la question, je le mets à l'écran pour savoir quels étaient les thèmes qu'ils souhaitaient qu'on aborde ensemble aujourd'hui. Vous le voyez, si vous voulez répondre toutes les semaines à un petit sondage pour participer à l'émission, pour être acteur aussi de cette émission, eh bien, enregistrez-vous sur le canal Divergence Politique sur Telegram. Pas compliqué, dans la barre de recherche sur Telegram, vous tapez Divergence Politique, vous arrivez sur notre canal Telegram. Et puis, toutes les semaines, vous avez le sondage. Alors, vous le voyez, on avait posé des questions. Qu'est-ce qui vous intéresse? MLP n'y croit plus. Bardella en route pour 2027. Eh oui, ça n'a fait que 7%, donc c'est pas le sujet qu'on a choisi. Idem pour le budget français. Alors l'Ukraine, encore une fois, Ukraine-Russie, la fin du dialogue qui a été annoncé par Peskov cette semaine. Et puis, autre sujet qui vous a intéressé beaucoup, la corruption en Ukraine. Quelle surprise, Xavier, je vais te faire un scoop. Il semblerait qu'il y ait de la corruption en Ukraine. Je suis sûr que tu n'y crois pas. La surprise est totale. La surprise est totale. Et on vous gardera un petit bonus, 14%. Trump à nouveau attaqué sur le dossier Epstein. Il y a eu des gros rebondissements. Et on vous donnera même un scoop. On vous donnera même un scoop dans cette émission. Allez, tout de suite, donc on va commencer avec le grand sujet de cette émission. Eh bien, de quoi va-t-on parler? De la corruption en premier peut-être? C'est le Figaro, vous le voyez. On n'affiche que les médias de grand chemin, comme ça on ne peut pas nous dire que c'est des informations qui viennent des propagandistes, des vilains propagandistes russes. C'est le Figaro qui en parle, enfin tous les médias en parlent. Un grand scandale a éclaté cette semaine. Une personnalité très proche du président ukrainien aurait visiblement confisqué 100 millions qui avaient été confiés à l'Ukraine pour son combat contre la Russie, pour les mettre dans sa poche. Voilà, Xavier, la surprise est totale, tu disais. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire? Non, ce qui est intéressant, bon, on le sait que Zelensky est corrompu, hein, encore une fois, il était dans les Pandora Papers à l'automne 2021. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il voulait lancer l'opération d'épuration ethnique dans le Donbass, c'était pour qu'on parle d'autre chose. Donc, que Zelensky soit corrompu, c'est pas une surprise. Que soient impliqués des gens qui étaient dans sa structure médiatique, hein, puisque en fait les personnages qui aujourd'hui sont en fuite en Israël et en Turquie, en fait sont des partenaires de longue date de Zelensky. Là aussi, on le savait, c'était dans les Pandora Papers, hein, c'était tout son entourage qui était touché, mais on n'imaginait pas que effectivement, ce système de corruption avait continué alors qu'il fut devenu président. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on découvre, c'est pas que Zelensky est corrompu, ça on le savait. Ce qu'on découvre, en fait, c'est l'ampleur et la manière dont il a organisé son système de raquettes et de corruption depuis qu'il est président et surtout depuis le début de l'opération militaire spéciale. C'est ça qui est la grande, je dirais, la grande nouveauté. Pour rappel, en fait, Zelensky savait, je pense, que quelque chose allait lui tomber dessus, puisque l'été dernier, il a essayé de dissoudre le NABU. Hein, le NABU, c'était cette structure de lutte contre la corruption qui avait été mise en place par l'administration démocrate à l'époque d'Obama, donc des potes de Maïdan,
par le vice-président de l'époque qui était Joe Biden pour permettre à son fils de siéger au conseil d'administration de Burisma, grosse société gazière ukrainienne, et de gagner de l'argent sans qu'il soit inquiété par la justice, par le parquet ukrainien. Et donc, à l'origine, c'est une structure donc, qui est contrôlée de l'étranger par les démocrates, mais depuis que Trump est arrivé, ben, la structure est tombée entre les mains de l'administration de Trump. Et visiblement, Trump est en train de siffler la fin de la récréation. C'est-à-dire que tout ce qu'on supposait sur Zelensky est en train de sortir. On pourra rentrer dans les détails si tu le veux, mais c'est tout simplement énorme. C'est un système de corruption et visiblement, les révélations qui vont être faites vont compliquer l'obtention par Kiev d'aide supplémentaire de la part de l'Union européenne. C'est de l'Union européenne et des bailleurs de fonds. On a vu que le Fonds monétaire international a refusé de rééchelonner la dette. Enfin, c'est la situation de Kiev économiquement et financièrement était mauvaise, mais avec ces révélations, elle devient catastrophique. Je pense qu'on est sur différents aspects du conflit en Ukraine, on est à un tournant, hein, on est vraiment à un moment charnière. Alors justement, tu en parlais, cette corruption latente en Ukraine complique finalement je dirais le travail de ses soutiens, sauf pour les jusqu'au-boutistes européens qui, eux, ont remis une petite donation quand même, parce qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, ils ont remis 6 milliards. Est-ce que quand même, il y a quelque chose qui est fait pour contrôler cet argent ou pas du tout? Ou pas du tout? Ou l'Union européenne donne, et puis on ne regarde pas? Je parle du sujet d'acquisition. En fait, en principe, c'était le rôle du NABU de contrôler. Et le NABU joue son rôle. Ce qui est paradoxal, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu une bascule avec l'arrivée de Trump. C'est qu'avant Trump, le NABU garantissait la corruption, l'impunité au sein du régime de Kiev. Et avec l'arrivée de Trump, c'est devenu l'arme qui pourrait faire tomber Zelensky. Hein. Je pèse mes mots. Finalement, ce qui est clair, c'est que Trump aujourd'hui a décidé de larguer l'Ukraine. Ça, on le voit parce que effectivement, depuis qu'il est rentré en fonction, donc au début de l'année, il n'y a plus un cent qui a été donné à l'Ukraine. Tous les armements qui ont été livrés ont été payés par, je dirais pas par l'Union européenne, mais par les différents acteurs européens, c'est notamment l'Allemagne. Mais il n'y a plus d'argent qui a été donné. Or, les États-Unis étaient le principal bailleur de fonds. Et visiblement, Zelensky n'a pas compris que c'était terminé. Et donc, encore une fois, ce NABU qui était à l'origine était fondé par les démocrates pour garantir que la corruption se passerait sans problème en Ukraine. Aujourd'hui, c'est l'arme qui se retourne contre Zelensky. Donc, je pense que en été, Zelensky savait ce qui se préparait, puisque, encore une fois, il y a 1000 heures d'écoute qui ont été publiées. Enfin, tout n'a pas été publié, mais on sait qu'il y a 1000 heures qui ont été publiées. Donc, c'est une enquête qui a duré depuis très longtemps. Donc, on a les gens qui ont été qui sont impliqués, c'est à la fois des proches de Zelensky de l'époque où il était un comique, hein, Timur Mindich, Alexandre Zuckerman, c'est des proches de Zelensky depuis avant sa carrière politique. Et le plus grave, c'est qu'il y a également des ministres. Il y a 2 ministres qui ont donné leur démission. Il y a le ministre de l'énergie qui était devenu il y a quelques mois ministre de la justice et qui avait mis sa maîtresse pour être ministre de l'énergie à Kiev. Donc, ces deux-là, ça nous rappelle le système français. La seule différence, c'est l'hétérosexualité. Mais sinon, c'est à peu près le même principe que la Macronie. Et donc ces 2 ministres-là ont démissionné. Et ce n'est que le début. On apprend également que Oumerov, l'ancien ministre de la Défense, dont on sait qu'il a acheté beaucoup de biens immobiliers aux États-Unis, eh bien également est dans le collimateur. Donc en fait, c'est tout un système qui est en train de s'écrouler. Mais est-ce que, pour répondre à ta question, est-ce que ça empêchera les Européens de financer? Ça dépend de la mesure du financement. Là, les 6 milliards qui ont été donnés, en fait, ces 6 milliards qui ont été volés, ce sont les dividendes des placements russes dans les obligations des États européens. Donc, de toute manière,
qui seront tôt ou tard payés d'ailleurs, hein, remboursés par les contribuables européens à la Russie. C'est juste un système de vol, c'est un prêt en fait qui est fait pour expliquer aux Européens qu'en fait on ne donne pas leurs impôts à Kiev, mais que c'est l'argent des Russes. En fait, c'est pas l'argent des Russes. Tôt ou tard, quand la guerre sera terminée, les Russes iront devant les tribunaux et ça va nous coûter très très cher, ce qui a été volé plus les intérêts. Et donc en fait, on est à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est tout un système de financement de la mafia de Zelensky qui est en train de s'écrouler. Et c'est brutal. Hein. Ça s'est passé en l'espace de quelques jours. Tout est en train de s'effondrer. Et il est clair qu'aujourd'hui, Trump veut se débarrasser du boulet ukrainien et qu'il a décidé. Je l'avais dit sur ce canal. Hein, Trump n'a aucun moyen de pression sur la Russie. Financièrement, économiquement. D'ailleurs, Rubio l'a dit cette semaine également. Il a dit bah, on a mis des sanctions là où on pouvait, on est au bout. Voilà. Donc, il n'y a plus de sanctions. En revanche, il a tous les moyens de pression possibles et imaginables contre Zelensky. C'est-à-dire que c'est lui qui fournit donc le financement. Alors bon, ça c'est terminé. Là-dessus, il a tenu parole. Et on n'imagine pas qu'il revienne. Même des fanatiques comme Lindsey Graham, le sénateur républicain, ne demandent pas que les États-Unis refinancent l'Ukraine. Et donc, ce qu'ils demandent aujourd'hui, la demande, c'est voler les actifs russes et acheter des armes aux États-Unis. Mais même ça, c'est pas. On va voir ce que ça va donner le 18 et 19 décembre, mais c'est pas fait, c'est pas joué d'avance. Donc, ce qu'il peut faire, c'est arrêter de livrer des armes. Là aussi, c'est un moyen de pression. Mais il peut, je le disais sur Divergence politique, il peut faire pression sur Zelensky parce qu'il sait où est l'argent. Et en fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Il sait où est l'argent, il sait qui a volé. Et donc, là, il a lâché les fauves. Hein. Il a lâché les fauves. Et j'aimerais pas être à la place de Zelensky ou de son clan mafieux qui dirige l'Ukraine. Alors, rappelons quand même que cette corruption, elle n'est pas liée de la guerre, puisqu'elle existait préalablement, tu l'as rappelé. Mais même pour Zelensky, qui était cité dans les Panama Leaks, Pandora Leaks. Voilà, et sur lequel, même dans les régions, c'est un système qui est organisé de corruption. Tu en as parlé ici plusieurs fois, notamment, dernier exemple en date, c'est ce fameux gouverneur de la région d'Odessa, qui n'était pas innocent, mais qui a été pris dans le pot de confiture, qui a été remplacé. Enfin bon, voilà, mais c'était des secrets de polichinelle, la corruption en Ukraine. En fait, si tu me permets de t'interrompre, en fait, la corruption est fondamentale du système politique ukrainien. Elle existe dès l'apparition de l'État ukrainien, qui n'a pas existé avant décembre 1991. Et en fait, même le parti qui était estimé, et c'est ce que j'explique dans mon livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, le parti qui était estimé le parti pro-russe, le parti des régions à l'époque, en fait, tous ces élus locaux étaient corrompus. Et c'est comme ça qu'ils étaient tenus par le système, je dirais, kievien, occidental. Donc, ça ne dérange absolument pas les Occidentaux d'avoir des élus corrompus, puisque en fait, ça leur permettait de tenir en fait toute cette classe politique. Et on a vu ça à Odessa, on a vu ça à Kharkov, on a vu ça dans toutes les grandes villes qui étaient censées être des villes pro-russes. Donc, la population, effectivement, c'est même pas qu'ils sont pro-russes, ils sont russes. Odessa, Kharkov, Donetsk, Lugansk, c'était des villes russes. C'est pas des villes petites russiennes ou ukrainiennes, on peut appeler ça comme on veut. Mais en fait, tout ça était tenu parce que ces gens-là étaient corrompus. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que c'est tout ce système qui est en train de s'effondrer parce que je pense que, encore une fois, Donald Trump a sonné la fin de la récréation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est, par exemple, on nous a vendu il y a quelques semaines le missile Flamingo. C'est un superbe missile fabriqué made in Ukraine, donc qui était censé remplacer les missiles balistiques comme le Tomahawk que les Américains ne livreront jamais, donc par une production locale. Alors le missile ressemblait à la fois à une production anglaise et surtout à un V1 allemand,
D'ailleurs, le clip de promotion de ce missile, pour expliquer qu'il était en passe de rentrer dans la phase d'utilisation, un blogueur américain avait noté que c'était des extraits d'un vieux film des années 60 d'espionnage. Et effectivement, on voyait un V1 allemand qui était en train de décoller. Donc, et là, ce qu'on découvre en fait, c'est que Firepoint, qui est la société ukrainienne qui est censée avoir développé ce missile, en fait, appartient également à ce Timur Mindich, qui est le proche de Zelensky. Et vraisemblablement, il n'existe pas. C'est-à-dire que les millions de dollars qui ont été investis pour produire ce missile ont été détournés par le clan Zelensky. Et comme je le supposais il y a quelques semaines, finalement, s'il y a un Flamingo qui existe, en fait, c'est un missile anglais qui a été acheté, repeint aux couleurs de l'Ukraine et qui va envoyer dans la profondeur du territoire russe. Donc en fait, c'est un système total de corruption dont je pense, on est juste en train de tirer un petit peu je dirais le domino de la carte du dessous, et quand ça va s'effondrer, on va s'apercevoir que c'est pas 100 millions de dollars, mais bien plus, et qu'il y a tout un système de corruption. Et je pense également, parce que c'est aussi dont il est question, c'est-à-dire que le Parti démocrate, les élus démocrates, sans doute une partie des élus républicains, récupéraient de l'argent. Le deal, c'est: je vais vous obtenir des financements des États-Unis, mais en échange, vous allez me renvoyer une partie de cet argent. Donc en fait, tout cela est un édifice massif, mais fragile. Et je pense qu'on est juste au début de la déconstruction de ce système de corruption. Zelensky qui devra en tout cas trouver un autre refuge, puisque rappelons que Zelensky a des propriétés en Floride. C'était l'endroit imaginé pour sa retraite une fois que ça se finira mal. Là, effectivement, peut-être il va falloir penser au Pérou ou un autre pays beaucoup moins sympa que la Floride. Tu nous en parles rapidement, Xavier, tu nous en parles régulièrement. Cette fameuse date du 18-19 décembre, c'est quoi pour nos internautes, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe le 18-19 décembre? Pourquoi ça va être aussi important? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus d'argent en Europe pour financer l'Ukraine. Il y a 6 milliards, encore une fois, qui viennent d'être volés. Il y a quelques millions qui ont été donnés il n'y a pas très longtemps par l'Allemagne, mais tout ça ne suffit pas à financer le régime ukrainien, puisque l'Ukraine ne produit quasiment plus rien. Il faut à peu près 60 milliards de dollars, c'est des estimations officielles, qui doivent être données à l'Ukraine pour qu'elle puisse survivre. C'est-à-dire, ça n'est même pas de faire la guerre, c'est payer les fonctionnaires, payer les militaires, payer les familles des militaires. Donc, il faut trouver cet argent, parce que sinon, au printemps prochain, eh bien, il n'y a plus d'argent. Donc, les solutions ne sont pas très nombreuses. Il y en a qu'une, en fait, aujourd'hui. Il y en a deux. C'est-à-dire que, officiellement, la France, l'Allemagne, les pays qui peuvent encore emprunter, même à des taux élevés, eh bien, donnent de l'argent à Kiev, puisque Kiev ne sera jamais en état de rembourser. Kiev a perdu la guerre, on le sait bien. Ou alors, eh bien, on essaie de voler l'argent que les Russes ont investi dans les économies européennes, essentiellement la France, l'Allemagne et la Belgique. Cet argent, en fait, ce sont des obligations d'État que les Russes ont très naïvement acheté, à mon avis, puisque, à mon avis, il s'agissait d'emprunts à 10 ans. Alors, on n'a pas trop le détail, mais c'est des emprunts à 10 ans. Ça veut dire que les Russes ont acheté des obligations d'un pays socialiste dirigé par François Hollande, avec un ministre des Finances qui s'appelait soit Emmanuel Macron, soit Bruno Le Maire. Donc, si tu veux, c'est un peu c'est du bonneteau, quoi. Je pense que d'ailleurs les Russes ont acheté ça dans un geste de courtoisie, pour dire, écoutez, dans le cadre de bonnes relations, comme on a beaucoup d'argent, on va acheter vos obligations socialistes qui ne valent rien. Donc, les Russes ont fait ça. Cet argent a été bloqué en 2022 et les dividendes ont été volés pour être donnés à l'Ukraine. Bon, encore une fois que la guerre sera terminée, les Russes iront devant les tribunaux, ces dividendes seront payés, et vraisemblablement, ce seront les contribuables européens, c'est-à-dire comme je le dis souvent, Nicolas, Helmut et Giuseppe qui vont payer. Donc, pour l'instant, on a volé les dividendes. Mais pour pouvoir continuer la guerre,
et ça, c'est les Européens qui veulent le faire, c'est pas les Américains. D'ailleurs, Rubio vient aussi de déclarer que c'était très risqué de voler les actifs russes parce que ça aurait des conséquences à l'international, c'est-à-dire que plus personne n'achètera les obligations des États européens si il y a plus de garantie. Mais le problème, c'est qu'il y a pas, à part, encore une fois, à part prélever l'argent des contribuables européens et le donner à l'Ukraine, c'est la seule solution. Ça ne veut pas dire que les Européens, in fine, ne paieront pas. Je pense que devant les tribunaux, les Russes gagneront et dans 5 ans, en fait, on va se prendre une dette monstrueuse, mais au moins, ça permettrait de faire passer la pilule. Donc, ce qu'a inventé la Commission européenne, c'est que ils vont créer un système où l'argent les obligations russes, qui aujourd'hui en plus sont arrivées à terme. Donc en principe, cet argent doit être rendu à la Russie. C'est-à-dire qu'en principe, quoi qu'il arrive, en décembre, ils doivent prendre une décision ou alors rendre l'argent russe. Donc sur cet argent qui a été volé qui a été gelé donc par la Commission européenne, eh bien les Russes, l'Union européenne va générer un crédit qui sera donné à l'Ukraine. Qu'elle ne remboursera que lorsque les Russes auront commencé à payer les dommages de guerre. Donc ça suppose que la Russie, qui est en train de gagner la guerre, va payer des dommages de guerre. Or, ce serait la première fois dans l'histoire où le vainqueur paye des dommages de guerre. En 1870, on a perdu la guerre contre l'Allemagne. Non seulement on a perdu l'Alsace-Moselle, mais en plus on a payé des dommages de guerre. En 1918, c'est la même chose. C'est-à-dire que non seulement l'Allemagne nous rend ce qui est à nous, l'Alsace-Lorraine, mais en plus, elle nous paye des dommages de guerre. C'est le perdant qui paye des dommages de guerre. Donc, dans la petite tête de la Commission européenne, c'est-à-dire que la Russie, non seulement la Russie va gagner la guerre, je pense que maintenant plus personne n'a de doute, mais elle va payer des dommages de guerre. Donc, ce qui est complètement cinglé. Il faut vraiment se rendre compte à quel point, en face de nous, on a des gens qui sont fous. Et donc ça va. Donc, en fait, je pense que c'est plus qu'un système de vol, c'est surtout un système d'essayer de trouver une solution pour donner de l'argent à Kiev pour qu'elle continue la guerre. Alors, le but annoncé, c'est qu'il faut qu'elle tienne encore 3 ans, en espérant qu'un miracle arrive. On pourra en parler également avec le rapport de l'IFMI. Mais donc, l'idée, c'est que l'Ukraine doit tenir et qu'il va se passer quelque chose qui va changer le cours de la guerre. Alors qu'en fait, quand on regarde l'évolution sur la ligne de front, la seule chose qui va se passer, c'est que les Russes vont encore prendre plus de territoire à l'Ukraine. Et d'ailleurs, la dernière déclaration de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, c'est clair. C'est que l'approche. Voilà. C'est-à-dire que les prochaines, je pense qu'au printemps, on va avoir une mise à jour des exigences russes. Et ça ne va pas être dans le sens de l'Ukraine. Ça ne va pas être dans le sens que veut la Commission européenne. Donc, si jamais elle était rationnelle, la guerre, elle s'arrête maintenant. Donc voilà, donc on ne sait pas. Le problème, donc, pour revenir encore une fois à ce système de vol, c'est que l'essentiel des actifs russes sont détenus par Euroclear. C'est une société belge, de droit belge, basée en Belgique, qui détient, on estime, à peu près 200 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus, peu importe, c'est à peu près la même chose, d'actifs russes. Or, 200 milliards, c'est un tiers du PIB belge. Donc évidemment, les Belges, et surtout Euroclear détient d'autres actifs financiers. Et donc évidemment que si jamais cet argent est volé, Euroclear disparaît. Et donc c'est tout un système qui fait vivre la Belgique qui va disparaître. Donc le Premier ministre belge, il y a 2 semaines, a dit non, mais nous, non, nous, on n'est pas d'accord, sauf si on a des garanties. Et des garanties, pour avoir des garanties de l'Union européenne, il faut que tous les pays européens soient d'accord. C'est une décision. Or, les Hongrois ont dit niet, les Slovaques ont dit non, les Tchèques ont dit nein. Donc en fait, ça va renvoyer finalement la garantie aux bailleurs de fonds habituels, c'est-à-dire Nicolas, Helmut et Giuseppe, la France, l'Allemagne et l'Italie, dans une moindre mesure d'autres pays comme les Pays-Bas qui ont de l'argent, etc. À un moment, il y a eu l'espoir qui est sorti, ça m'a fait rigoler parce que tout le monde s'est précipité dessus. C'était les Norvégiens vont payer. Pourquoi? Parce que les Norvégiens ont un fonds souverain. Ben oui, ils sont riches parce qu'ils sont 5 millions d'habitants et ils vendent du pétrole et du gaz.
Et comme c'est pas la Mitterrandie, la Macronie ou le Hollandie, en fait, ils claquent pas l'argent. Ils le mettent dans un fonds souverain, comme les Émirats Arabes Unis, en prévoyant le moment où il y aura plus d'hydrocarbures et pour investir dans l'avenir. En soi, c'est comment dirais-je, c'est remarquable. Hein. Si nous on avait trouvé du pétrole, comme les Émirats Arabes Unis en 1971, on serait encore plus pauvres qu'on l'est maintenant, parce que les socialistes auraient tout dépensé dans tous les sens. Mais il y a des pays raisonnables, comme la Norvège, comme les Émirats Arabes Unis, qui créent des fonds souverains pour développer, pour investir. Donc, il y a un fonds souverain en Norvège qui est unique en Europe, qui pèse 2000 milliards de dollars. Alors, c'est moins que la dette française, parce qu'il faut quand même garder les proportions, mais c'est énorme. Par exemple, le fonds souverain russe, c'est 130 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que le fonds souverain norvégien. Or, le fonds souverain norvégien, grâce à la destruction de Nord Stream, a gagné beaucoup d'argent, puisque le gaz acheté par l'Europe, le prix a été multiplié par 4. Donc, ça a permis aux Russes d'ailleurs de compenser la perte en volume par la perte par la marge qu'ils ont fait en vendant du gaz liquéfié. Tant pis pour les consommateurs européens. Donc, la Norvège a gagné beaucoup d'argent. D'ailleurs, selon Seymour Hersh, donc, qui a écrit l'article qui explique comment s'est passée la destruction de Nord Stream 2, lui, il accuse les États-Unis et la Norvège. Et la Norvège, effectivement, a beaucoup gagné d'argent avec la destruction de Nord Stream 1 et 2. Bref, ils ont gagné, on estime, 100 milliards de dollars depuis 2022 grâce à la destruction et la fermeture des pipes, des gazoducs qui alimentaient l'Europe. Donc, tout d'un coup, c'est sorti dans la presse en disant mais les Norvégiens pourraient être garants vis-à-vis de la Belgique de cet argent, et comme ça on pourrait le donner. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de prêt, l'Ukraine ne remboursera jamais. On pourra le donner à l'Ukraine. Et puis on a appris il y a 2 jours que les Norvégiens ont envoyé tout le monde balader en disant que c'était hors de question que la Norvège fasse un cadeau à hauteur de 100 ou 200 milliards de dollars. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'en fait, tu t'aperçois que la mentalité socialiste de la gauche française a fait des petits au sein de la Commission européenne, au sein de l'Union européenne. Finalement, l'Union européenne, c'est un immense État socialiste sur le modèle soviétique, mais tu vois que l'idée, il y a beaucoup de choses qui viennent de la gauche française. La censure, par exemple, dès qu'il faut censurer, c'est Thierry Breton, on demande à un bourgeois français pour censurer, un bourgeois de gauche pour censurer, tu vois. Et là, c'est le rêve, le fondement économique de la gauche française, c'est le vol des biens du clergé au début de la Révolution française. C'est-à-dire que quelque part, il y a un Grisby qui va tout changer. On va pouvoir voler un truc et on va se refaire. Donc en fait, c'est pas la peine d'apprendre à gérer un État, c'est pas la peine d'essayer d'avoir des impôts qui vont être efficaces, qui vont rapporter de l'argent tout en ne gênant pas le développement de l'économie, puisque quelque part, on va prendre l'argent des riches. Il y a un Grisby qu'on va pouvoir voler. Bon, évidemment, le Grisby n'existe pas. Ouais. Donc, pour finir, c'est la classe moyenne qui se fait racketter pour les parasites, notamment les 577 parlementaires français. Donc, j'ai vu une très bonne phrase. J'ai vu une très bonne phrase cette semaine qui va exactement dans le sens. Alors, je me souviens plus quel est le député qui a dit ça, qui disait le gauchisme. Alors, il disait pas le mot le gauchisme, forcément. Il disait en politiquement correct pour passer sur BFM, LCI et tous ces médias de grand chemin. Il disait le gauchisme, en gros, il disait c'est l'art de créer des impôts pour voler à ceux qui ont réussi l'argent qui compensera en gros l'échec des gauchistes. Donc je trouvais que la phrase, je ne sais pas comment elle était formulée, était très bonne. Elle va dans le sens de ce que tu disais. Alors Xavier, quand même on avance dans cette émission. Deuxième sous-thème dans ce dossier ukrainien, c'est la question, tu as dit, de Peskov qui est passé cette semaine dans son rapport avec les médias, dans son point presse avec les médias, qui a dit quand même une information intéressante. Il a dit aujourd'hui, le dialogue sur la paix avec l'Ukraine est arrêté. Tu l'as dit de manière sous-jacente. Ça sous-entend que les Russes vont revenir avec peut-être une liste de post-Noël plus importante que ce qu'elle était aujourd'hui, des desiderata
peut-être grossi par les succès aussi sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Il n'y a vraiment plus de discussion, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue désormais? Alors, je pense qu'il y a encore un dialogue sur des questions comme par exemple l'échange de prisonniers. Mais ça existait même avant l'arrivée de Trump, notamment grâce aux Émirats arabes unis qui ont fait un travail remarquable. Je crois aussi que l'Arabie saoudite est partie prenante, c'est-à-dire échange de prisonniers, rapatriement des enfants qui ont été, par les malheurs de la guerre, séparés de leur famille. Essentiellement, c'est des enfants qui ont été mis dans des orphelinats à un moment où ils étaient pris à leurs parents, qui ont été isolés. Donc, ça concerne très peu d'enfants. Encore une fois, la liste, c'était 339 enfants. La plupart, d'ailleurs, sont des adultes et la plupart sont en Europe. Mais voilà, il y a les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite a fait un travail remarquable et a permis cela. Et a permis également le retour des corps des soldats russes ou des soldats ukrainiens. Et on voit d'ailleurs le pourcentage, c'est-à-dire qu'à peu près pour un corps de soldats ukrainiens, un corps de soldats russes, il y a 20 corps de soldats ukrainiens. Ça donne un rapport, une idée du rapport des pertes de part et d'autre. Donc il y a toujours des contacts, mais c'est vrai que ce mouvement qui avait été lancé, notamment, il faut le reconnaître, par l'arrivée de Trump à Istanbul, c'est-à-dire de nouveau on avait eu des délégations russes et des délégations ukrainiennes qui s'étaient rencontrées à Istanbul. Tout ça, finalement, a cessé. Pourquoi? Parce que les deux positions sont incompatibles. L'Ukraine veut officiellement toujours revenir aux frontières de 1991. L'administration américaine a compris que c'était du n'importe quoi. Et les Russes, eux, veulent pour l'instant, on va voir, ça va sans doute évoluer, veulent donc la reconnaissance de l'appartenance à la Fédération de Russie de 5 régions, la Crimée, Lugansk, qui d'ailleurs du point de vue territorial font de facto partie de la Russie, de la région de Donetsk, qui chaque jour qui passe, est de plus en plus russe. Il reste encore, en gros, Slaviansk-Kramatorsk, les deux grandes villes à qui il manque. La Zaporozhye, donc les 2 tiers appartiennent à la Russie de facto, et il reste la capitale, la ville même de Zaporozhye, et Kherson, qui a été russe un court moment en 2022. Donc ça, c'est les exigences russes. Les Russes sont d'accord pour un cessez-le-feu, à condition que l'armée ukrainienne se retire de ces territoires. Et à partir de là, on commencera à discuter. Et les Russes, bien sûr, exigent toujours la neutralisation de l'Ukraine et ce qu'ils appellent la démilitarisation, c'est-à-dire une armée d'armistice, comme a été l'armée française en 1940 ou l'armée allemande en 1918, c'est-à-dire une armée qui est juste là pour faire une espèce de police du territoire, mais qui sera incapable de lancer une guerre. Et la dénazification, c'est-à-dire la fin des persécutions religieuses et linguistiques sur le territoire ukrainien. Donc c'est important de garder ça en tête parce qu'un cessez-le-feu n'est pas un traité de paix. Le cessez-le-feu implique le retrait de l'armée ukrainienne des nouveaux territoires russes. Voilà. C'est ça que ça implique. Et évidemment que Kiev, pour l'instant, ne peut pas l'accepter. Enfin, c'est Zelensky qui ne peut pas l'accepter parce que je pense que les Ukrainiens sont prêts à accepter tout ce que veulent les Russes parce que c'est la fin pour lui. Si jamais il accepte ça, ça veut dire que finalement, son pouvoir est terminé. En plus, dès qu'il y aura la paix, il y aura des élections. Donc, on imagine Zelensky se présenter aux élections présidentielles après avoir reconnu la perte de ses territoires. C'est tout simplement, il vaut mieux qu'il parte directement en Floride, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ce que veulent les Russes. Mais les Russes continuent à avancer. Et sur le front, c'est en train de bouger très rapidement. On assiste à des effondrements locaux du front, pas un effondrement complet, il faut être lucide. Mais par exemple, en ce moment, dans la région de Zaporozhye, c'est quasiment un effondrement des lignes de défense. Donc, ça veut dire que les Russes vont continuer à avancer pendant la campagne d'hiver. Aujourd'hui, c'est la campagne d'hiver, on est déjà le 14 novembre, même s'il fait plus beau que d'habitude. Et en admettant que les Russes réussissent, et les Russes avancent également dans la région de Kharkov. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'au printemps, si jamais les Russes ont bien avancé dans la région de Kharkov, ils peuvent très bien organiser un référendum, comme ils ont organisé en novembre, parce que je pense que c'est le moment clé. C'est-à-dire que les Russes estiment ils contrôlent suffisamment de places, de territoires en Ukraine pour organiser un référendum qui soit légitime.
Et dans ce cadre-là, par exemple, la région de Kharkov peut très bien basculer en Russie, même si la ville de Kharkov n'est pas prise. C'est-à-dire que si les Russes contrôlent les 2 tiers du territoire de la région de Kharkov, ce qui n'est pas impossible quand on voit la vitesse, l'accélération qu'on observe, ils peuvent organiser un référendum et à partir de là, de faire voter par le Parlement russe. Puisque s'il y a un référendum qui est organisé dans la région de Kharkov, encore une fois, ce sont des régions russes. C'est pas russophone, c'est russe. La ville de Kharkov est une ville russe. Et donc, donc, ce sera une région de moins en plus. Donc, je pense que c'est ça. C'est ce que nous, on avait analysé sur cette chaîne il y a plus d'1 an, enfin, quand elle était les premières fois qu'on a parlé de ce sujet-là. Mais là, visiblement, c'est dans la bouche de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, qui dit la prochaine proposition sera beaucoup moins avantageuse. Ouais. Mais comme les Russes ne font pas des choses, je dirais, qui partent de rien, tout d'un coup, Poutine ne va pas dire tiens, bah, finalement, la région de Kharkov nous appartient. Ça suppose aussi que l'armée russe est avancée dans la région de Kharkov et qu'elle en contrôle les 2 tiers. Hein, si on regarde ce qui s'est passé au mois de septembre 2022, c'était ça. Alors, la région de Kherson, à l'époque, était contrôlée à 100% par les Russes. Donc, le référendum est totalement légitime. Mais par exemple, la région de Zaporozhye ou le Donbass n'était pas contrôlé, était contrôlé, on va dire, aux 2 tiers. Donc, ça veut dire que si les Russes contrôlent les 2 tiers de la région de Kharkov, ils peuvent très bien organiser un référendum. Et donc, il est urgent que l'Union européenne atterrisse, la Commission européenne atterrisse, que Kiev atterrisse, parce qu'ils vont finir, si ça continue comme ça, à la fin, même l'accès à la mer aura disparu. Odessa et Nikolaïev seront prises par les Russes. C'est peut-être le mieux qu'on puisse souhaiter à la Russie, d'ailleurs, Odessa. Moi, en tant que citoyen russe, c'est ce que je souhaite. Je souhaite pas, je veux que cette affaire soit réglée, l'affaire l'entité ukrainienne soit réglée, donc qu'il reste une Ukraine centrale, une espèce de pays balte de plus qui sera à la charge de l'Union européenne. Ça ne me dérange pas. En revanche, je trouverais normal que les premiers soulèvements contre le coup d'État de Maïdan, ça a été à Kharkov et à Odessa. À Odessa, ça a entraîné un massacre, le massacre du Donbass. On s'en souvient. À Dniepropetrovsk, par exemple, c'est le clan, la mafia de Kolomoïski a éliminé de manière d'une brutalité inouïe. C'est pas une brutalité, c'est une sauvagerie. C'est-à-dire, ça rappelle les tortures de la Gestapo ou du NKVD. Comme chacun choisira son bon exemple, c'était monstrueux ce qui s'est passé dans la région de Dniepropetrovsk. Et à Kharkov, c'est pareil. Le Donbass s'est soulevé après, en fait. Donc, moi, j'estime, notamment, tant que les Russes n'auront pas pris Odessa, justice ne sera pas rendue aux gens qui ont été massacrés le 2 mai 2014. Donc, en tant que citoyen russe, d'ailleurs, la plupart des Russes pensent comme moi, allons jusqu'au bout. Prenons Odessa. Et une fois que l'Ukraine aura été privée de son accès à la mer, eh bien, ils nous laisseront tranquilles, en fait. Voilà. Voilà. Donc après, la Russie peut prendre le contrôle d'Odessa aussi dans le cadre de la dénazification et de la démilitarisation. Mais le plus simple, c'est quand même le défilé de l'armée russe à Odessa. Voilà. Donc voilà. Après, Vladimir Poutine est quelqu'un de plus raisonnable que moi. Et pour l'instant, il a des objectifs annoncés qui sont tout à fait, je dirais, modérés, raisonnables par rapport à l'ascendant que l'armée russe a sur le terrain. Et tu le rappelles par rapport à ce que la population en Russie souhaiterait de manière assez large. Ah bah, moi, par exemple, je vois dans notre quartier, il y a des femmes, des épouses de soldats russes, donc qui ont un chat, et ma femme fait partie de ce chat, même si moi je suis pas sur le fond, je suis trop vieux. En fait, elle me disait, certaines ont perdu leur mari déjà, d'autres leurs maris ont disparu, mais toutes, ce qui ressort de ce chat, donc de femmes de soldats, c'est on a fait des sacrifices, donc maintenant il faut aller jusqu'au bout. On va pas remettre le couvert dans 5 ans. Donc, contrairement à ce que s'imagine notamment le rapport de l'IFRI, que la mentalité des Russes
puisse évoluer, l'après-Poutine, cette espèce de fantasme. En fait, je pense aujourd'hui que la population russe est plus radicale que Vladimir Poutine, plus radicale que l'administration russe, parce qu'en fait, elle a compris le sens de cette guerre, elle a accepté des sacrifices, des mères ont accepté de perdre leur fils, des épouses ont accepté de perdre leur mari, mais c'est pas pour rien. Voilà, c'est pour que on règle cette affaire de l'entité bolchevique ukrainienne, qui a été créée par les bolcheviks en 1922, qu'on la règle une bonne fois pour toutes. Et en prenant l'accès à la mer, on règle ça définitivement. Voilà. Et donc voilà, moi en fait, je suis comme tous les Russes finalement. Je suis pour qu'on liquide cette affaire une bonne fois pour toutes. Eh bien, écoute, fin de thème passionnant. Je lance une toute petite transition, puis on va faire de manière assez courte la question des internautes. Allez, vous l'avez vu justement avec Xavier, faites un like, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, partagez, activez la cloche, enfin faites tout ce qui est possible pour faire avancer le référencement de cette chaîne. C'est important pour nous tous. Partagez surtout avec vos amis, on sera de plus en plus nombreux. Xavier, c'est l'heure du scoop. C'est l'heure du scoop. Eh bien, je vais l'afficher à l'écran cette nuit. Hop là, non, c'est pas celui-ci, le scoop, c'est pas la corruption en Ukraine. Hop, je retire la corruption. Et voilà le scoop. J.D. Vance cette nuit. Donc, je rappelle qu'on est vendredi à l'heure où nous tournons cette émission. J.D. Vance est passé sur Fox News et de manière extrêmement surprenante en termes de timing, il a annoncé qu'il allait parler à Donald Trump, notamment pour lui notifier sa volonté d'être candidat à la présidence américaine. Donc, je rappelle, ce sera en 2028. Alors, pourquoi c'est un scoop et pourquoi c'était étonnant? Parce que, premièrement, le timing interroge. Le timing, c'est une semaine mortifère pour Donald Trump. On va y venir sur la question Epstein, où il est attaqué de toutes parts. Il est attaqué par les médias, alors ça, il n'y a pas de surprise. Il est attaqué par les démocrates, alors ça, il y a encore moins de surprise. Mais son camp, quand même, lui demande des comptes. Alors ça, c'est quand même un petit peu plus embêtant pour lui. Et puis, c'est un timing qui interroge parce qu'on n'est même pas à un an réalisé de l'investiture de Donald Trump. Et on est, bien entendu, très très loin encore des midterms pour lesquels, eh bien, quand même, aux États-Unis, on commence à se dire que les midterms vont mal finir pour Donald Trump. Alors, de là à imaginer que J.D. Vance lance un message ouvert à son parti, aux Républicains, en disant écoutez, j'aimerais être candidat en 2028, mais surtout, s'il y avait besoin avant, je serais disponible. Moi, venant d'un parti politique, je pense que c'est comme ça que j'interpréterais le message. Qu'est-ce qu'on pense du côté russe et du côté des moraux de J.D. Vance? Je crois, les Russes aiment bien J.D. Vance parce que c'est un conservateur. Donc, ils aiment bien cette tendance très conservatrice qu'on observe au sein du Parti républicain, qui n'est pas la totalité du Parti républicain, mais notamment, il y a un prêtre russe qui est très influent, s'appelle le père Tchadkov, qui s'était émerveillé de voir Rubio, donc le mercredi des cendres, passer à la télé avec les cendres, la croix gravée aux cendres sur son front. Tout ça avait beaucoup plu évidemment aux chrétiens russes. Donc tout ce courant chrétien militant qui était incarné également par Charlie Kirk, est très apprécié en Russie. Et je pense que notamment l'isolationnisme intrinsèque qui est porté par J.D. Vance et le côté plus sérieux qu'il a par rapport à Donald Trump, eh bien, le rend très sympathique vis-à-vis des Russes. Après, je pense que, étant donné le comportement un peu erratique de Trump, les Russes sont très prudents vis-à-vis de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, en disant, bon, on comprend à peu près où ils veulent aller, mais à la limite, les choses étaient plus claires avec les démocrates. Les démocrates voulaient dépecer la Russie, voulaient contrôler l'Ukraine, notamment pour la piller. On a vu ça avec la famille Biden, mais au moins c'était clair. Là, avec Donald Trump, ça part un peu dans tous les sens. Donc, mais je pense que globalement, et on le voit encore une fois, on en a parlé au début de cette émission, l'action des Républicains est plutôt positive. Après, les problèmes que Donald Trump a,
évidemment, il est venu en annonçant un grand nettoyage de nettoyer les écuries d'Augias, et finalement ça n'a pas eu lieu par rapport à ça. A eu lieu à certains endroits. Kennedy Jr. fait un boulot remarquable au niveau de la santé, mais sur Epstein, qui était là où il était vraiment attendu, effectivement, finalement le dossier n'existe pas. Donc il est possible que Trump soit impliqué dans ces histoires. Trump est un jouisseur. Ce serait terrible, mais en soi, c'est pas nouveau. Et c'est vrai que j'échangerais volontiers Donald Trump pour J.D. Vance. Ça me petit catholique comme le bon Dieu, comme dirait Louis de Funès. donc ça m'irait très bien. On le voit à l'écran. Alors c'est la question des Epstein files, des leaks. Des fuites, pour traduire en français. On l'a vu, c'est sorti en fait cette semaine par des sénateurs et des congressmen démocrates. Ça a été repris. Là, on vous l'a affiché dans tous les médias. Alors, on vous a affiché les principaux médias américains. Mais je peux vous dire que depuis le milieu de semaine, eh bien, il n'y a pas un jour qui passe sans que ce soit au cœur des unes des médias américains. La question vient en fait d'un certain nombre de lettres, d'emails, de documents qui sont liés à Epstein, qui auraient été publiés, qui révéleraient des échanges dans lesquels Epstein affirmerait que Trump connaissait les filles, ouvrez les guillemets et fermez les guillemets, de son réseau présumé. Il part même dans un email, il dit, alors je fais la traduction en français en temps réel, il dit bien sûr, il savait à propos des filles, il lui a demandé, alors elle, c'est la fameuse Ghislaine Maxwell, d'arrêter. Ghislaine Maxwell, c'est donc la personne qui était la compagne d'Epstein. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, notamment un autre email où Epstein propose à un journaliste des photos de Donald Trump et de filles en bikini dans sa cuisine. Alors bon, c'est toujours sympa de cuisiner en bikini, surtout en été, j'imagine. Mais voilà, donc les démocrates s'en sont pris à Donald Trump, sont montés au front. Les médias sont tous montés au front. Et justement, on parle souvent avec Nicolas Mirkovitch de personnalités comme Marjorie Greene au sein des Républicains, qui eux aussi ont dit, à un moment, s'il n'y en a rien à se reprocher, il faut déclassifier pour qu'on ait une transparence totale sur le dossier. Trump, lui, de son côté, a réagi, et la Maison-Blanche aussi ont réagi, tous les deux, avec une ligne qui est simple. C'est d'enfumage des démocrates pour compenser le fait que le shutdown soit fini et que donc les démocrates ont perdu leur bras de fer. S'il devait y avoir un vainqueur dans l'histoire du shutdown. Voilà, c'est la justification de Trump. Moi, je vais te poser une question toute simple, Xavier. Je ne vais pas aller sur le dossier Epstein, puisque je sais que c'est un sujet sur lequel tu préfères rester mesuré. Je vais te poser une question toute simple. Est-ce que la faiblesse de Trump, notamment dans les dossiers internationaux et notamment dans le dossier ukrainien, n'a pas rendu possible toutes ces attaques au national? Parce qu'on sent que Trump est débordé actuellement au national. La déclaration de candidature de J.D. Vance, il faut l'interpréter aussi comme vraiment, il n'y a pas de pire timing que cette semaine pour J.D. Vance pour sortir cette bombe à Donald Trump. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas l'affaiblissement de Trump par le fait qu'il n'ait pas su gérer l'international et notamment le dossier russe? Je pense qu'à l'international, il s'en sort pas si mal, honnêtement. Et vis-à-vis du dossier russe, je pense que si les choses continuent dans le sens dans lequel elles vont, au printemps, l'affaire, elle est réglée. Parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il n'y a plus de soldats, parce que donc finalement, Trump pourra apparaître comme et la manière dont ça va se passer, c'est que finalement, Zelensky ou celui qui va le remplacer et la Commission européenne iront voir Donald Trump en lui demandant de servir d'intermédiaire avec Poutine pour essayer de sauver la face. Donc, je pense qu'il ne gère pas si mal que ça la politique internationale. On va voir ce que ça va donner au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Mais globalement, il s'en sort pas si mal. D'après ce que je sais de la Constitution américaine, si par hasard Donald Trump, sous l'avalanche de scandales, quittait le pouvoir jusqu'à la fin de son mandat,
ce sera J.D. Vance, le président. Donc, je pense qu'il faut interpréter ça dans ce sens-là. C'est-à-dire que J.D. Vance envoie aussi un message aux démocrates, si jamais vous virez Trump, c'est moi. Et là, pour l'État profond américain, ce sera la panique parce que J.D. Vance est bien plus solide, à mon avis, que ne peut l'être Trump. Et en plus, c'est un catholique pratiquant, fidèle à sa femme. Donc, il n'a pas de vice. Comme on peut imaginer que Donald Trump en ait eu avec ses nombreuses femmes, en soi qu'il y ait des filles en bikini dans la cuisine de Trump, je suis désolé, quand vous regardez la carrière de Trump, à mon avis, il y en a eu partout des filles en bikini. Et peut-être sans bikini. Voilà, donc en soi, ça m'étonne pas tellement, ça fait partie de l'histoire du personnage. Mais pour moi, ce que J.D. Vance fait, c'est qu'il envoie un message en disant « Moi, je suis prêt. Hein. Si vous voulez virer Trump, j'arrive. » Et pour la gauche américaine, l'arrivée de J.D. Vance, la lumière obscure, hein, derrière J.D. Vance, il y a une doctrine et ça va être dur pour les gauchistes. Hein, donc voilà un peu comment je vois aussi la déclaration de J.D. Vance, je la vois plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est un message qu'il envoie aux démocrates, vous voulez virer Trump ? Ok, ça me va. Vous allez me voir pendant 3 ans. Et ensuite, je serai élu et vous en prendre pour 8 ans. Donc voilà. Et de toute manière, ce serait aussi bien qu'on finisse avec cette affaire Epstein. Trump s'est fait élire là-dessus. Il s'est fait élire essentiellement pour des questions intérieures, pour faire baisser l'inflation, pour faire remettre de l'ordre au ministère de la Santé, pour mettre la fin au Big Pharma et pour mettre fin à l'État profond qui contrôle une partie de l'élite américaine par des scandales de sexuels. Y compris de pédophilie avec l'affaire de pédocriminalité, disons les choses comme elles sont. Donc voilà, là je pense qu'on est peut-être au véritable tournant du mandat de Trump. Et puis il ne faut pas oublier aussi que dans 1 an, c'est les midterms. Novembre. Donc, à la limite, il vaut mieux que ça sorte maintenant et que le parti des républicains américains si jamais tout sort maintenant, dans 3 mois, on n'en parle plus déjà. En fait, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que l'électorat américain, il est comme les électorats en général, c'est des poissons rouges. Ils voteront en fonction de ce qui sera passé au moment de l'élection. Donc, dans 1 an, c'est encore loin pour les midterms. Donc, c'est peut-être le moment de liquider, pour le coup, de vider nettoyer les écuries d'Augias pour démarrer les midterms avec comment dirais-je, un bilan qui soit pas totalement négatif. Pour l'instant, c'est pas terrible. Enfin, tu connais les États-Unis mieux que moi, mais notamment l'inflation, elle s'est pas améliorée. Au contraire. Par la politique qu'on peut mener. Voilà. Donc, au contraire, on est d'accord. Bon, en tout cas, Trump a visiblement pas décidé aujourd'hui de déclassifier ce dossier Epstein. Est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il le fera pas? On verra. En tout état de cause, les nuages s'amoncellent au-dessus de la présidence, au-dessus de la Maison-Blanche. Xavier, 1000 fois merci pour ce tête-à-tête passionnant, notamment sur la question de l'Ukraine. Je rappelle les 2 sujets, la corruption et puis la fin du dialogue de paix entre la Russie et l'Ukraine. Xavier, sur ton canal, tu as donc diffusé vendredi matin, donc au moment où nous tournons même, ton dernier bulletin Stratpol. Alors c'est 260 combien? 4e. 264e, ben, félicitations. De quoi tu as parlé dans ce bulletin? On a parlé, il est axé sur le rapport de l'IFRI, notamment dans la rubrique Empire du mensonge, qui à mon avis, c'est extrêmement intéressant que ce rapport qui vient d'être publié donc, par le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard, qui est de très mauvaise qualité. On peut faire du néoconservatisme de qualité, on va dire. Brzezinski, même si je n'apprécie... Enfin, je trouve sa pensée assez faible malgré tout. Il y a eu de la production du néoconservatisme, il y a des textes de référence. Là, on a un truc qui est bâclé, qui reprend
toutes les affirmations stupides qu'on a pu trouver dans la presse depuis 3 ans, en fait, la presse occidentale, notamment française, un travail qui n'est pas académique, avec des fausses citations, des fausses références, comme je reviens là-dessus, mais qui révèle en fait finalement l'état de panique dans lequel se trouve je dirais l'état profond européen de l'Union européenne. Et de la classe dirigeante européenne, et derrière ce qui est aussi typique des pathologies ce que j'appelle les pathologies de la défaite, les pathologies du perdant, c'est-à-dire que se mettre à rêver, alors ils ont rêvé d'armes magiques, ils ont rêvé d'armées magiques, et là ils rêvent d'un monde sans Poutine. C'est-à-dire qu'ils posent la question, et tout d'un coup cette question est posée dans tous les médias français, la Russie après Poutine. Et ce que j'appelle ça le syndrome Paul Ier, c'est-à-dire que Napoléon s'entendait bien avec l'empereur Paul Ier, il a été assassiné par l'aristocratie russe, et finalement Alexandre Ier est arrivé, son fils, et lui est devenu hostile, s'est allié avec l'Angleterre pour de bon, est devenu et finalement a eu la peau de Napoléon et de l'armée française. Donc en fait, c'est un peu ce rêve aujourd'hui qui anime la classe dirigeante européenne, c'est-à-dire que il faut que l'Ukraine tienne jusqu'à ce que Poutine disparaisse. Et là, ça va tout changer. Et ce qui est stupide, parce qu'en fait, quand on regarde qui pourrait remplacer Poutine, c'est des gens qui sont bien plus durs que Poutine. Et si Medvedev revenait par exemple à la présidence, l'Ukraine c'est terminé. Il restera la Galicie, la Volhynie. Donc en fait, je pense que ce rapport est symbolique d'un état de dépression qui anime la classe dirigeante européenne. Je pense qu'il a été rédigé à la va-vite, demandé à la va-vite, pour essayer de fournir à la presse, à la classe dirigeante européenne, aux élus, je dirais la matière pour croire que les choses peuvent encore changer, que l'affaire ukrainienne n'est pas déjà réglée. Et comme je l'ai dit, elle a été réglée le 24 février 2022. L'Union européenne et l'OTAN n'auraient jamais dû se lancer dans cette guerre, parce que la défaite de Kiev sera la leur aussi, de ces deux organisations. Donc voilà, donc c'est surtout je pense le gros morceau de mon bulletin, mais il n'y a pas que ça, hein, comme d'habitude. Je parle également de la percée au sud du front russe, hein, dans la région de Zaporozhye. C'est sur un front de plus de 20 km, une percée de 10 km. On n'a pas vu ça depuis 2022. Alors au début, oui, les Russes ont percé jusqu'à Kherson en 9 jours. Ils ont fait 100 km, ils ont pris la ville de Kherson, mais depuis, ça ne s'est plus produit. Et là, en quelques jours, les Russes ont avancé. Donc on sent qu'encore une fois, on est à un moment charnière dans ce conflit. Super. Et ce soir, donc ce vendredi soir, c'est la sortie de ton bulletin en live ici Moscou sur RT en français. Alors là, quels sont les sujets que vous abordez? Alors, on va parler de l'Afrique. On va parler du franc CFA. On va parler de ce moment important, c'est-à-dire le vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur la solution marocaine pour le Sahara occidental. Donc là aussi, on a une bascule, parce que la Chine et la Russie, qui soutenaient l'Algérie, là, se sont abstenus. Et donc la motion est passée. Donc ça, c'est une victoire diplomatique de Trump, il faut le dire. C'était déjà, d'ailleurs, ça nous ramène à son premier mandat, au moment des accords d'Abraham. Et c'est une défaite quand même assez cinglante pour l'Algérie, qui n'a pas su, je dirais, maintenir le bloc diplomatique qu'elle avait su créer. Voilà, donc on va parler de ça, puis on parlera également de la corruption en Ukraine, et également ce qui est à mon avis important, c'est cette rencontre entre Trump et Orban. Où on voit deux copains, on voit la manière dont Trump a traité Orban quand on compare à la manière dont il a traité Zelensky et les grands leaders européens. On n'est pas dans le même monde. Donc non, en fait, finalement, c'est un bras d'honneur à l'Europe. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la Hongrie, c'est un pays de 10 millions d'habitants, qui finalement existe plus sur la scène internationale que la France, qui en a 68 millions, ou l'Allemagne, qui en a 80 millions, avec un PIB significativement plus élevé. Et en fait, on s'aperçoit que la souveraineté, en fait, quand elle est exercée,
donne énormément de pouvoir, quelle que soit la taille du pays. Et ça, c'est remarquable, en fait. C'est ce qu'on voit avec Orban, c'est ce qu'on voit avec Fico, c'est-à-dire que la souveraineté exercée est un instrument remarquable en politique étrangère. Eh ben, merci mille fois, Xavier. On a été très bavard, mais c'était passionnant, cette émission. 1h, quasiment 59 minutes ensemble. On se retrouve semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, pour faire très court, on se retrouve dès lundi avec la Libre Antenne qui sera de retour avec notre ami Yannick Urien du média La Balle Plus et Care News, sa radio. On se retrouve mardi avec Thierry Mariani pour un nouvel épisode de Mariani 360. On se retrouve mercredi avec Claude Janvier pour 100% Janvier. On se retrouvera jeudi prochain avec Nicolas Markovic pour un autre regard. Et puis, on se retrouvera effectivement dimanche prochain dans une semaine avec... alors, cette fois, Xavier, c'est toi qui seras absent. On se retrouvera avec Fabrice et un invité mystère. Voilà. Donc, à toutes et à toutes, bonne semaine. Et Xavier, à très vite. À bientôt. Au revoir.